Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier parce que c'est le 100e. Déjà, on n'a rien vu passer et pourtant... Ça fait quelques semaines qu'on réfléchit avec Amélie à un moyen de marquer le coup. On a pensé faire une table ronde avec les invités marquants des 3 dernières saisons. On a pensé faire un petit montage de quelques passages d'anciennes interviews. On s'est dit qu'on pourrait réinterviewer quelques invités et ensuite vous les présenter sous forme de conversation croisée. On a eu plusieurs idées, mais on revenait toujours sur un problème. Quels invités choisir ? Parce que franchement, tous les invités ont été marquants à leur manière. C'était vraiment difficile de faire un choix. Alors on a pensé faire un petit bilan et nous auto-enregistrer. Mais on trouvait ça moins vivant, moins représentatif, et donc ça risquait d'être un peu moins intéressant. Alors finalement, le temps passant, il a fallu décider, et on a opté pour un mix de toutes nos idées. Un petit bilan de ces 3 années de rencontres, oui, mais sous forme d'interview. Vous me voyez venir ? J'ai interviewé Émilie. Et oui, parce que même si nous avons animé cette 3e saison à 2, Émilie reste la voix de 90% des épisodes. Alors elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses, et pour une fois, c'est elle qui a répondu aux questions. Mais comme on ne voulait pas uniquement en rester au bilan, on a demandé à 2 invités de la première saison de venir nous raconter où ils en sont. Mais ça, je vous en parle juste après. Pour commencer, je vous propose donc ma conversation avec Émilie, qui revient sur 3 ans d'interview de familles voyageuses. Salut Émilie, comment ça va ? Salut Floriane, ça va bien et toi ? Ouais, super. Écoute, c'est un peu étrange de passer un peu de l'autre côté et de t'interviewer toi, mais je trouve que c'était hyper pertinent en fait de te donner la parole un petit peu plus en longueur pour fêter quand même le 100e épisode du podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup de m'avoir fait cette proposition. C'est vrai que ça me fait bizarre aussi de me retrouver de l'autre côté du micro en fait. Donc, dis-moi, j'ai préparé une petite liste de questions et déjà, je voulais savoir qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'on est à la 100e du podcast de Parents Voyageurs. Donc, ok, moi, j'ai fait quelques épisodes depuis 1 an, mais honnêtement, 90% des épisodes, c'est le fruit de ton travail. Et donc, je me demandais, est-ce que tu avais imaginé ça quand tu as commencé le podcast il y a 3 ans ? Alors, pas du tout. Déjà, j'ai lancé le podcast un peu sur un coup de tête et parce que c'était pas du tout. Enfin, ça commençait à être un peu pas à la mode, mais on commençait à en parler un peu en France. Du coup, j'avais lancé ça un peu sur un coup de tête et non, j'imaginais pas du tout qu'on allait faire autant d'épisodes, que ça allait durer aussi longtemps, que ça allait être aussi passionnant. Parce que du coup, c'est vrai qu'il a évolué. J'ai évolué avec ce podcast. Enfin, non, j'imaginais pas. C'est un projet qui était quand même un peu foufou. Et quand quand je repense les premières fois où j'ai enregistré dans mon salon, à recommencer 50 fois les mêmes textes, les mêmes phrases, voilà, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure ? Parce que bon, c'est quand même un nouveau, enfin à l'époque en tout cas pour Parents Voyageurs, c'était vraiment un nouveau mode d'expression parce que le blog existait déjà depuis quelques temps. Mais comment t'es venue cette idée ? Eh ben, écoute, je m'en souviens pas. En fait, je me souviens pas comment j'ai eu cette idée-là. Je sais même pas un autre podcast qui m'a inspirée. Je sais pas, je voulais tester un nouveau format, je voulais faire évoluer le blog, le format écrit. Enfin, je trouve que j'avais déjà interviewé en fait des familles sur le blog, mais je trouve que l'interview écrite, questions-réponses, c'est un peu fade dans le sens où t'as pas l'échange déjà. C'est vraiment, j'envoie une liste de questions et la personne me répond. T'as pas de vrai échange. Et puis après, pour le lecteur, c'est bon, c'est intéressant, mais tu vois, il manque le petit truc. Donc, je voulais faire évoluer le site et je m'étais dit pourquoi pas le podcast, parce que moi, la vidéo, c'est vraiment pas mon truc. Me mettre face à la caméra, l'exercice est trop compliqué. Donc, j'avais trouvé le format audio assez facile, du coup.
Ouais. Et tu nous le disais là juste tout à l'heure, tu trouves que le podcast a évolué forcément depuis 3 ans, que toi aussi tu as évolué avec. Dans quel sens, enfin, quel est ton point de vue par rapport à ça? Probablement que les auditeurs qui t'écoutent depuis quelques mois ou années ont trouvé aussi une évolution, mais toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Dans quel sens est-ce que tu trouves que le podcast a évolué? Je trouve qu'il a évolué dans le sens où au départ, c'était vraiment un peu un mixte entre témoignages et conseils, où je faisais 1 fois sur 2, où je prenais moi la parole et je donnais des conseils voilà, sur la rando, sur la micro-aventure, sur voilà, des sujets. Et en fait, je me suis rendu compte que interviewer des familles, c'était beaucoup plus riche que de donner des conseils, parce que les conseils, c'est bien, ça peut aider des jeunes parents, etc. Mais je pense que vraiment, le podcast, il a aussi vocation à inspirer les gens, à les faire voyager un petit peu le temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et du coup, le format interview, je trouvais qu'il était beaucoup plus sympa, parce qu'il y a des gens qui vivent des aventures incroyables et des fois qu'on s'imagine même pas. Et en fait, le fait de passer en format 100% interview, je pense, hein, après, je ne sais pas si les éditeurs sont OK avec ça, mais je pense que ça donne une autre dimension au podcast, et ça lui donne beaucoup plus d'ouverture. Ça ouvre le champ des possibles, tu vois. En fait, il n'y a plus de limite en fait, dans le voyage. Tous les parents voyagent d'une manière différente, et des fois, on ne s'imagine même pas que c'est possible de voyager comme ça. Enfin, je pense à Céline d'aujourd'hui. Enfin, on ne s'imagine même pas qu'il y a des gens qui ont ce mode de vie-là. Donc voilà, je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus grande. Et voilà, moi, je le vois comme ça. Et puis, enfin, je trouve que c'est tellement inspirant. Enfin, Ouais. c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, quoi. Ouais, c'est vrai que je te rejoins tout à fait. Donc, tu parlais de Céline, donc on enregistre le jour de la sortie du podcast 99 avec Céline, où Céline et sa famille, donc ça fait 12 ans qu'ils sont sur les routes à vélo. En cours de route, il y a eu 2 naissances. Enfin, c'est un truc de fou. C'est dingue. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interviews, d'autres épisodes qui t'ont vraiment particulièrement marqué? Bah, en fait, ils ont tous été très riches, quoi. C'est assez difficile d'en dire un en particulier, parce qu'ils ont tous leur propre histoire, leur propre particularité. Quand j'interviewe des expats à l'autre bout du monde, c'est génial. Après, il y a eu, je note quand même la période du confinement, où j'ai enregistré quelques podcasts. Alors, ils n'étaient pas plus exceptionnels que les autres en termes de voyage, mais c'était le contexte. En fait, je me souviens de The Perfect Day, parce que du coup, sur son compte Insta, elle s'appelle Denise, mais c'est pas du tout Denise. Là, j'ai perdu le nom, mais où on a enregistré genre à 21h quand les enfants étaient couchés. Et on est resté à discuter jusqu'à 1h du mat, en fait, sur Skype, alors qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et on s'est mis à enregistrer le podcast. Et après, on a parlé, comme si on était des copines de toujours. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant, c'est que voilà, on a un dénominateur commun, c'est le voyage. Et en fait, après, ça crée tout de suite des liens, comme si on se comprenait, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, ces parents-là, ces voyageurs-là, cette connexion, elle se fait tout de suite. Et en fait, quasiment pour la plupart des podcasts, j'ai accroché avec les personnes. Et on avait des milliers de trucs à se dire, et que des fois, il fallait se faire violence pour accrocher, quoi. Donc ouais, il n'y en a pas spécialement. Alors après, il y a des voyages qui sont très, très particuliers, qui sont très marquants. Là, j'ai toujours Céline en tête parce que je viens de l'enregistrer, mais enfin, il y en a d'autres. Je pense notamment à Luna et Estrella, qui sont au Sénégal. Ils ont fait un tour du monde incroyable. Je pense Où sont-ils, qui ont fait un tour du monde en plein Covid, se sont installés en Brésil, sont revenus en Espagne. Enfin, tous ces voyageurs ont vécu des choses extraordinaires. Donc, il y a l'aventure en tant que telle qui est extraordinaire. Donc, j'ai passé des super moments qui ont été très marquants. Et puis après, il y a eu des enregistrements où le contexte fait qu'on a aussi beaucoup échangé, et c'était très riche. Je pense notamment aussi à Les Deux Pieds Dehors,
qui vivaient en Polynésie, qui vivent maintenant en Guadeloupe. Et c'est pareil, en fait, je crois qu'on était resté discuter pendant 2 heures après l'enregistrement du podcast, en fait, à parler de tout, de rien. Enfin, c'est génial, quoi. Je trouve que c'est super. Et après, tu restes en lien avec ces personnes-là, tu suis leurs aventures. C'est cool, quoi. C'est hyper intéressant. c'est vraiment des belles rencontres. Ouais, c'est des belles rencontres, ouais. Et est-ce que, du coup, tous ces échanges et toutes ces interviews, est-ce qu'elles ont eu une influence sur votre façon à vous de voyager ou de vivre votre expatriation? Alors, pas forcément dans notre expatriation actuelle. Après, c'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres expats, justement, sur des questions de bilinguisme, l'apprentissage du français. Enfin, voilà, il y a aussi un côté un peu rassurant de se dire que aussi on rencontre les mêmes problématiques. Ouais. Donc pour cette partie expat, je dirais que c'est plus ce sujet-là. Et par contre, sur notre manière de voyager, oui et non. C'est notre manière en tant que telle, non. Mais par contre, les projets qu'on a pour la suite, c'est vrai que ils m'ont beaucoup inspiré, en fait, ces parents-là. Et je me dis qu'en fait, on a le champ des possibles devant nous et qu'on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on le décide. Et effectivement, sur les prochains projets à venir, ça va bouger un peu. Et je pense que le podcast y est pour beaucoup, en fait. Ça m'a enlevé beaucoup de barrières. Et ça m'a tellement inspirée que je me dis, ouais, mais nous aussi, on peut faire ça, en fait. Et on s'approprie après notre projet en fonction de nos envies. Mais voilà, tous ces parents sont tellement inspirants que, en fait, ils m'ont donné aussi quelque part des clés pour du coup nos prochains projets. Donc oui, quelque part, oui, ils ont influencé un peu nos futurs projets, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, tu as dit une petite phrase là et je trouve que ça résume parfaitement le podcast de parents voyageurs. C'est en fait, tout est possible. On peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on le décide. C'est souvent ce qui revient dans les témoignages quand à la fin de l'interview, tu demandes est-ce que vous avez un petit mot de la fin. Il y en a vraiment beaucoup qui ont répondu il faut se lancer déjà. Première chose à faire, mettez-vous une date de départ. Et puis ensuite, vous allez voir que l'organisation va suivre. Et c'est vraiment à partir du moment où vous avez pris la décision, tout devient possible en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'acte. Le plus dur, c'est de se décider en fait, c'est de se dire on y va. Et après, c'est vrai que tout coule de source en fait. Ouais. Ouais. Donc, tous ces messages, finalement, des familles que tu as interviewées, ça a infusé. Alors, probablement que tu étais déjà assez réceptive quand même au sujet à la base, évidemment. Mais ouais, et puis à chaque fois que j'enregistre un épisode, comme maintenant, Denis, il est beaucoup en télétravail à la maison. Quand je raccroche, je retourne dans le bureau et je lui fais punaise, non, mais attends, j'ai encore interviewé des parents, mais laisse tomber, je suis sur le cul. Ça y est, quoi, on fait nos valises, on y va. À chaque fois, tu vois, je suis sur une espèce de nuage, tu vois, où à la fois je me projette, je me dis, mais est-ce que nous, on pourrait partir sur ce type de voyage, etc. Et ça t'amène à poser des réflexions quelque part et ça te permet aussi de savoir ce type de voyage, ouais, je m'y vois bien, je m'y retrouverais bien. Par contre, ce type de voyage, non, tu vois, genre par exemple le voyage en camping-car, ça, on sait que c'est pas pour nous. Le voyage en vélo, le voyage à vélo, non, c'est pas pour nous non plus. Mais du coup, tu vois que ces gens, ils sont allés et quand tu raccroches, tu te dis non mais waouh quoi. Et tu dis que le voyage en camping-car, c'est pas pour vous, mais pourtant vous venez d'acheter une tente de toit pour mettre sur votre voiture et pour que vous puissiez quand même dormir tous les 4 et un petit peu vivre dans votre véhicule. Ouais, en fait, nous, ce qu'on aime dans la tente de toit, comme on a une voiture 4x4, c'est vraiment aller au fin fond des chemins. Tu vois, les toutes petites traits, des fois même le GPS, tu sais, tu as juste la flèche dans les champs et tu avances, tu sais. Donc nous, ce qu'on aime, c'est vraiment aller dans des tout petits coins. En Espagne, c'est vraiment très propice pour ça. Et le camping-car, je pense que c'est trop gros, ça nous bloquerait trop. Et en fait, dans le camping-car, on n'aurait pas assez de place, on se sentirait trop à l'étroit, en fait. Tu vois, c'est un peu trop aménagé
enfin, au final, du coup, avec la tente de toit, tu es dehors, donc tu as de la place, tu te sens pas serré, quoi. Et que dans le camping-car, on se sent à l'étroit. Donc, je pense que ce serait pas fait pour nous, quoi. On se sentirait pas si bien, en fait. Ouais, ok. C'est amusant, je trouve, comme retour. Si on revient un tout petit peu juste sur le podcast, les interviews, etc. Est-ce que tu as une routine de préparation ou même déjà pour chercher des profils est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle particulièrement sur des profils de familles voyageuses que tu trouves et là tu te dis, ça fait le déclic et tu te dis, eux, il faut que je les interviewe. Comment ça se passe? En fait, je suis quand même je suis quand même beaucoup sur Instagram et maintenant je commence à me mettre un peu sur YouTube et regarder les vidéos de voyageurs. Donc ça, c'est très très mal. Ouais, t'es foutu. Foutu. Et en fait, je suis pas dans une démarche de recherche, mais voilà, je traîne un peu sur Insta et quand je trouve des profils que je trouve intéressants, voilà, des fois je me dis mais tiens, leur profil m'interpelle parce que voilà, ils ont un état d'esprit, parce qu'ils ont un projet, parce que voilà, je me dis tiens, ce serait intéressant de les avoir sur l'épisode, mais c'est pas vraiment calculé. Je me dis pas il faut que j'ai une famille en tour du monde, puis une famille en camping-car, puis on essaye de varier les profils pour pas que ce soit toujours pareil, mais en fait c'est beaucoup au feeling, la recherche des profils. Après c'est aussi des gens qui nous sollicitent. Et donc du coup souvent les gens qui nous sollicitent ont aussi des projets très très intéressants, donc au final je prospecte sans trop prospecter finalement. C'est assez naturel et puis il y a des gens aussi qui sont pas sur les réseaux et que c'est aussi un peu de bouche à oreille, tu devrais contacter cette famille, voilà, ils sont pas sur Insta. D'ailleurs Céline, je sais même pas comment je l'ai trouvée parce qu'au départ elle était pas sur Insta, donc voilà, donc c'est des recommandations. Et puis après, ma routine de préparation, j'avoue que je prépare pas trop. Je regarde pas trop parce que je veux pas non plus m'influencer. Donc je regarde le profil et le projet. Et du coup, après, je me crée une liste de questions entre 10 et 15 questions. Et après, je me laisse un peu porter par le flot de la discussion, en fait, pour que ça soit le plus naturel possible, en fait. Donc, je regarde sur le profil Insta pour voir s'il n'y a pas des fois des choses qui m'interpellent, une destination, un couac, ou un heureux événement, tu vois, une naissance en voyage, où du coup, je dois absolument en parler. Mais sinon, non, je prépare vraiment le minimum. Non, mais honnêtement, moi j'étais auditrice du podcast avant de te rencontrer. Et c'est vrai que je trouvais que c'est naturel en fait. Ce sont vraiment des conversations presque plus que des interviews finalement. Oui. Évidemment, tu poses des questions et tout, mais oui, c'est des conversations et donc on sent que c'est naturel et qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et les personnes que tu interviews. Donc c'est ça qui fait que c'est agréable aussi, ça reste très spontané, quoi. Ouais, et puis c'est leur état d'esprit à l'instant T, parce qu'on sait très bien que voilà, on change avec le temps et que voilà, à cet instant T, ils pensent comme ça. Mais peut-être que demain, dans 10 jours, 1 an, 10 ans, avec des enfants plus grands, ils penseront autrement. Et voilà, donc je trouve que c'est assez important de capter vraiment l'état d'esprit à l'instant T, quoi. Et quand c'est trop préparé, je trouve que ça manque de spontanéité. Et c'est vrai que des fois, certains parents aimeraient avoir des questions avant et je leur donne pas parce que sinon, c'est trop préparé. Et en fait, on s'en moque s'ils oublient de parler de certaines choses. C'est qu'à l'instant T, on parle d'un sujet, on l'approfondit parce que, voilà, c'est ce sujet-là qui est venu en priorité dans leur tête à ce moment-là. Et tant pis si on n'a pas parlé budget, tant pis si on n'a pas parlé du modèle de 4x4 ou le modèle de sac à dos. Enfin, voilà, ça, c'est des détails, en fait. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose là pour fêter donc ce 100e épisode? Je sais pas, peut-être est-ce que tu as des envies pour la saison prochaine? Parce que donc on rempile, bien évidemment. Voilà, est-ce que tu as je sais pas, quelque chose dont tu as envie pour continuer
la belle évolution du podcast, parce qu'on ne l'a pas dit aussi, mais depuis 3 ans, le nombre d'auditeurs ne cesse d'augmenter. Donc, franchement, c'est une motivation de fou, ça, pour continuer. Donc voilà, de quoi as-tu envie pour la suite? Pour la suite, plein de choses. C'est difficile de choisir. Déjà, effectivement, le fait qu'il y ait une augmentation des auditeurs, c'est clairement la motivation principale pour continuer, parce qu'on sait que ça nous demande énormément de temps et on sponsorise aucun épisode quasi. Enfin, c'est vraiment, on le fait de manière bénévole. Donc du coup, c'est vraiment le retour des auditeurs qui fait qu'on continue dans ce projet-là. Donc ça, c'est hyper important. Et après, ouais, dans ma tête, j'aimerais bien un jour qu'on repasse un épisode par semaine. Ça, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui me tiendrait à cœur, même si je sais que c'est hyper compliqué logistiquement. Mais voilà, j'espère qu'un jour on y repassera. Et après, au niveau des parents, j'aimerais bien qu'on continue un peu notre recherche de parents qui sortent du cadre, en fait, qui ont choisi des modes de vie un peu différents. Tu vois, j'aimerais bien qu'on aille chercher encore ces familles un petit peu hors cadre, tout en proposant aussi des interviews de gens, on va dire, qui ont une vie de voyage plus classique, on va dire, dans lequel on peut plus s'identifier, parce que l'idée, c'est d'inspirer les gens, mais leur montrer le champ des possibles, mais il faut aussi pouvoir s'identifier, en tout cas pour les familles qui ont le projet, qui ont l'envie, mais qui n'osent pas encore. Je pense que le fait de s'identifier à des familles, c'est quand même important, en tout cas pour les aider à passer le cap. Si on n'est que sur des familles vraiment trop dans l'extrême, les gens s'identifieront pas non plus. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer encore un peu cette quête de famille de l'extrême qui partent sans date de retour ou qui reviennent, qui repartent pour d'autres projets, enfin voilà, ou qui ont des modes de vie complètement décalés. Et puis continuer à interviewer des familles qui sont autour du monde, qui font un break d'1 an et qui reprennent après leur vie normale. Enfin, voilà, c'est. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des envies particulières. Moi, ce qui me tient aussi à cœur, c'est de mettre aussi en avant des petits comptes. Alors, c'est vrai que pour nous, ce serait travailler qu'avec des gros comptes, c'est aussi très bien pour nous parce que ça nous permet de gagner beaucoup de visibilité en une fois. Mais il n'y a pas que des gros comptes enfin, je parle Instagram, mais ça peut être aussi YouTube, mais voilà. Moi, ça me tient à cœur aussi qu'on mette en avant des plus petits comptes, des gens qui partagent pas spécialement sur les réseaux, mais qui vivent quand même une aventure incroyable. Donc ça, c'est important aussi pour moi d'avoir aussi un peu les deux, quoi. Le plus important, c'est l'histoire qu'ils ont à partager, quoi. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, c'est pas le nombre d'abonnés Insta ou YouTube qui fait la richesse du voyage et de l'expérience que les gens vivent. Donc, c'est vrai que. Et je trouve même que c'est même des fois un peu l'inverse. Je trouve que, en fait, certains gros comptes, c'est pas que c'est un peu faux, mais en fait, quand tu les interviews, c'est moins aussi palpitant. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu moins spontané aussi, peut-être un peu moins naturel, parce qu'ils sont aussi dans l'optique de création de contenu, etc. Et donc, c'est plus travaillé, quoi. Ouais. Oui, et puis en fait, on voit déjà une grosse partie de leur voyage, leur état d'esprit, donc on est moins dans la découverte, en tout cas. En tout cas, dans le moment de l'interview, on est moins dans la découverte. On a l'impression de déjà les connaître. Ouais. Donc voilà, donc c'est bien de faire un mix des deux, c'est bien. Ouais. Bon, en tout cas, juste pour clôturer cette petite interview, donc une première pour toi quand même, Émilie. C'est mon premier podcast. Je voulais juste te remercier infiniment de tout ce que tu nous as apporté à nous tous, toutes les familles voyageuses en fait qui écoutons tes interviews, ton podcast depuis le début. Et puis aussi te remercier à titre personnel de m'avoir fait une petite place, quand même, voire même un peu plus qu'une petite place dans cette aventure exceptionnelle, parce que honnêtement, je me régale autant que toi à faire les interviews des familles, donc c'est extraordinaire.
franchement, parce que comme toi, en fait, à la fin d'une interview, je suis très frustrée quand moi, mon mari, il n'est pas en télétravail ce jour-là. Parce que, tu vois, j'ai envie de partager directement, de Ouais. raconter, de déjà, parfois, honnêtement, je l'ai fait. J'ai regardé directement les billets d'avion pour aller à tel ou tel endroit. Je me dis, oh là, c'est trop extraordinaire. Je commençais à regarder un peu des choses, à imaginer déjà un projet de vacances directement à la suite de l'interview parce que ça donne envie, quoi. C'est Vraiment, ça. C'est ça. les expériences que les gens vivent, quoi. Donc, Mm. et puis, Bah, peut-être qu'on peut les remercier aussi, en effet, tous ces gens qui témoignent dans le c'est podcast, ça, qui prennent du temps. Et exactement. Ouais, merci à tous les auditeurs parce que sinon, c'est vrai ouais, qu'on ne pourrait pas continuer le projet. Merci à tous les parents qui acceptent de témoigner. C'est tellement riche ce qu'ils ont à partager. Donc, merci à eux. Et puis, merci à toi d'avoir rejoint le blog et le podcast. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est un plaisir aussi de pouvoir échanger parce que c'est vrai que quand je travaillais toute seule sur le projet et c'est vrai que c'est quand même, ça prend une autre dimension en fait quand on le fait ouais. à deux. On fait plus de choses, on va plus loin, on s'échange les idées. Parce que peut-être que si tu n'avais pas rejoint le podcast, je suis pas sûre que j'aurais continué parce qu'en termes de temps, c'était compliqué et en fait, tu vois, tu as redonné un élan au Ouais, c'est vrai, podcast. en se partageant finalement les épisodes, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est vachement de travail. Mm. Bon, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé, surtout récemment, d'oublier la date. Je me dis, mince, le podcast, j'ai pas d'invité. Mais donc, c'est vrai que c'est un assez gros Mm. investissement. Donc, tu portais ça toute seule. Pendant 2 ans, tu as porté Ouais. ce projet vraiment toute seule. C'est quand Je même un sais pas sacré comment j'ai boulot. fait. Je Ouais, sais pas comment j'ai fait en rythme ouais, de ouais. travail, c'était dingue quoi. Ouais. Donc merci à toi d'avoir accepté ce challenge, cette partie de charge de travail. Ouais, bah écoute, c'était avec grand plaisir parce que franchement, ça m'a aussi nourri quoi, toute cette année. Donc, c'est pour ça que je suis hyper heureuse qu'on rempile. Et en effet, si on arrivait à repasser à un épisode par semaine, ça serait génial. Donc, bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, septembre s'annonce quand même, au moins au début, là, avec 2 épisodes par mois. Et c'est déjà bien parce que ça nous permet de mieux les travailler et de proposer quelque chose de qualitatif aussi. Donc, Mm. Oui, voilà. complètement, complètement. Bon, bah écoute, un grand merci, Émilie, Merci à toi. pour tout et pour ces mots et cette petite interview. Je trouvais que c'était trop étrange, j'étais limite un peu stressée, alors que je suis pas vraiment stressée avant les interviews d'habitude, mais là c'était trop bizarre, C'est vrai, ouais, c'est trop bizarre. mais c'est hyper chouette. Donc Mais merci franchement, pour la proposition en tout cas. ouais, avec plaisir. Allez, ciao. On continue Ciao. l'épisode, de la 100e. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les coulisses du podcast de Parents Voyageurs, je vous propose de prendre des nouvelles de Cécile, de la Team Ballet. En 2019, Émilie avait déjà interviewé Cécile, et cette famille nourrissait alors le désir de devenir une famille nomade. C'était dans l'épisode 17, que je vous encourage évidemment à aller écouter ou réécouter. Où en sont-ils aujourd'hui ? Émilie a recueilli le témoignage de Cécile. Bonjour Cécile, merci de revenir sur le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir. Bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau. Ouais, c'est trop cool de pouvoir échanger et du coup de connaître un peu la suite de ce qui s'est passé depuis notre dernier entretien qui remonte à 2019. Ça fait un petit moment déjà. Ouais, il s'est passé tellement de trucs depuis ce temps-là. Alors aujourd'hui, on voudrait savoir où est-ce que tu en es par rapport au projet initial. Alors pour ceux qui souhaitent savoir quel était le projet initial, je vous invite à aller réécouter le podcast numéro 17 où Cécile avait partagé son projet de vie qui était de devenir une famille nomade digitale. Alors déjà, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te représenter rapidement ? Oui, bien sûr. Bon, donc moi, c'est Cécile, j'ai 37 ans et donc je vis avec ma famille. Donc mon mari Howard qui a 36 ans et nos 2 filles, Lou et Ella, qui ont 14 et 10 ans. Et donc nous, on est la team ballet. Et puis on voyage depuis un petit moment déjà. Enfin voilà, on aimait beaucoup les voyages, on partait en vacances. On est parti une première fois pendant 7 mois en mini tour du monde.
Et puis ensuite, on partait beaucoup, voilà, on est revenu, on partait beaucoup en vacances, voilà, à l'étranger, on faisait beaucoup de découvertes, donc on avait créé un blog voyage pour en parler. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la vie de voyage, c'était la vie qu'on voulait mener. Donc on a fait en sorte de pouvoir avoir une vie qui nous correspondait. Voilà, donc changer de métier pour devenir digital nomade et du coup voyager quand bon nous semble, à plein temps, avec nos enfants, du coup, qui font l'école à la maison. Quand on s'est eu la première fois, donc le départ était prévu pour juillet 2020, sauf qu'on sait que 2020, ça a été la période. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter, comment s'est passé votre départ, le début de votre nouvelle vie à ce moment-là? Eh ben, pas du tout comme prévu, évidemment, parce que voilà, nous, on rêvait de retourner en Thaïlande, voilà, on avait envie aussi de Mexique, enfin, on avait envie de plein de choses, de destinations lointaines. euh, et puis, donc, il y a eu le Covid. Et là, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on peut pas aller où on veut. Et puis, il faut savoir qu'on a nos mamans qui vivent en Bretagne. Donc à l'époque, on pouvait quand même partir au Mexique parce que c'était ouvert. Mais nos mamans vivaient en Bretagne et on s'est dit, bon, est-ce qu'on prend le risque de partir et qu'il se passe quelque chose et puis de ne pas pouvoir revenir? Donc on a choisi, donc c'était en juillet, on a choisi de louer un terrain de loisirs en Bretagne, donc pour vivre un peu en vacances, quoi. On avait un pagan dessus, une espèce de tente, une tente en dur. On a passé l'été là, en Bretagne, et puis donc l'idée, c'était de partir à partir de septembre-octobre, quand il commencera à faire un peu plus moche. Et puis septembre-octobre est arrivé, on s'est dit, bon, vraiment, là, du coup, le Mexique, on était prêt à prendre nos billets, en fait. Et là, on s'est dit, bon, voilà, s'ils bloquent toutes les frontières et tout, si on n'est pas loin, on peut encore revenir en voiture. Si une de nos mamans va pas bien, si on est au Mexique, je ne sais pas encore revenir à la nage, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, on a choisi de partir moins loin. On a choisi de partir, à l'époque, c'était au Portugal. Du coup, pour être pas loin, au cas où. Et puis, en plus, on connaît très peu l'Europe. C'est un petit peu honteux, mais on part toujours très loin. Mais voilà, on ne connaît pas l'Europe. À ce moment-là, on est parti. Et c'était le début aussi du village nomade. Donc, en fait, à ce moment-là, on a discuté avec d'autres familles nomades comme nous, donc avec les enfants qui font l'école en voyage et puis des parents digital nomades, de se retrouver à des endroits pour pouvoir que les enfants puissent profiter ensemble et que nous, parents, voilà, on puisse avoir des personnes avec qui parler, qui avaient le même mode de vie que nous, le même genre de métier. Voilà, pouvoir se retrouver à des endroits, dans des pays. Et du coup, ça a été l'occasion de rejoindre le village nomade qui s'est créé au Portugal. Voilà. Donc, on a passé 6 mois au Portugal. Et en fait, en faisant ça, on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, plutôt que de voyager toute l'année, puisque nos mamans sont quand même en demande, de faire 6 mois au final. Donc on s'est dit, voilà, on va faire 6 mois au Portugal, on va revenir 6 mois en Bretagne sur ce même terrain, enfin un peu moins de 6 mois parce qu'il fait froid quand même, 5 mois en Bretagne sur ce terrain de loisirs, puis repartir après l'hiver et voilà. Donc au final, on a fait comme ça. L'hiver dernier, on est parti en Espagne parce qu'il y avait encore cette histoire de Covid, voilà, les passes sanitaires, tous les pays ne sont pas forcément ouverts. Donc voilà, c'était l'Espagne. Et au final, nous voilà revenus du coup pour l'été ici. Et on a acheté une maison. Parce que bon, le Pagan, le terrain de loisirs, c'était sympa, mais 5 mois d'été, c'est pas forcément toujours l'été ici en Bretagne pendant 5 mois. Dans une tente, ça caille un peu. On avait envie de quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus cocooning. Et puis le Covid nous a fait aussi prendre conscience que si un jour on voulait se poser, tous les grands terrains, la campagne venaient à disparaître. Donc c'était peut-être le moment de se poser une partie de l'année et de partir le reste du temps. Donc voilà où on en est. Ouais, du coup, l'idée, c'était de sécuriser aussi un petit peu. Sécuriser un peu l'avenir, où je pense qu'on se pose tous un peu la question de quoi sera fait demain. Donc c'est vrai que
pouvoir avoir un petit bout de chez soi avec un bout de jardin pour pouvoir cultiver 2-3 tomates, c'est pas C'est rassurant. c'est pas mal quoi. Ouais, Bah ouais, c'est mmh mh. rassurant, ouais, franchement, c'est Mais rassurant. du coup, est-ce que tu penses, aujourd'hui que vous avez réussi votre projet initial de devenir, alors réussi, avec des guillemets, hein, votre projet de devenir nomade digital? Bah, en fait, oui, carrément, c'était pas l'objectif, initial, c'est un objectif qu'on a adapté, mais au final, on a toujours quand même cette liberté de dire, bah, si ça nous convient pas, on fait autrement. En fait, nous, dans le but de devenir, nomade digital, c'était plutôt le but d'atteindre la liberté géographique, Mmh. si tu veux. Cette liberté géographique, on l'a. On a décidé de l'utiliser comme ça en faisant 6 mois dans un pays. Alors, pendant 6 mois, on bouge, on reste un mois ici, un mois ailleurs, du coup, on découvre le pays et puis revenir 6 mois. Mais si, cette année, on a envie de partir 9 mois, de revenir, 3 mois, on est libre, on est libre géographiquement et c'était vraiment le but qu'on cherchait à atteindre. Donc, ouais, je trouve qu'on l'a atteint. Vous êtes On est content Ouais, en c'est tout ça, cas. j'allais dire, vous êtes heureux dans ce mode de vie? Voilà, pour l'instant, on est heureux. Après, on sait que, tout bah, tout change, les envies changent aussi avec le temps. On se pose pas mal de questions actuellement sur la France, voilà, notamment, bah, par rapport à l'instruction en famille qui devient Mmh. compliquée. Donc, bah, il n'est pas exclu qu'on change encore de façon de voir les choses, mais bon, bah, ça, en fait, depuis qu'on est ensemble, ça a toujours été on a des idées et puis 3 mois après, on en a d'autres et puis on vit vraiment, au fil de nos envies. L'idée, c'est de quand on a envie de faire quelque chose, on le fait pour pas avoir de regrets. Donc là, la question se pose en ce moment de savoir si vraiment, bah, voilà, avoir un bien en France, et rester 6 mois de l'année, ça correspond toujours à à notre alignement. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours cette liberté géographique de se dire: «Bah, si ça ne nous convient pas, on s'en va, si on veut, on reste». Voilà, on est toujours libre, Mmh. géographiquement en tout cas. Ouais. J'avais noté une phrase marquante lors de notre premier échange. Tu avais dit: «C'est pas parce qu'on a fait un choix aujourd'hui qu'on doit le tenir toute sa vie». Et Ouais, voilà. je trouve cette phrase, très juste parce que ce que tu décides aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre et en fait, on est Bah, l'exemple, non, puis ça te correspond aujourd'hui et puis, bah, peut-être que dans 10 ans ou même dans 6 mois, en fait, on ne mmh, sait pas. On est des êtres humains, on évolue tout le temps. Il se passe des choses dans nos vies, des événements qui font qu'on change et du coup, ben et on a le droit de changer de vie, en fait, autant de fois qu'on veut. Je pense que l'important et c'est ce que je te disais, c'est de faire les choses au moment où on en a envie, sans se dire, «Ouais, mais j'avais dit que je ferais comme ça, donc je dois le faire». Non, faut pas se fermer dans des choses qui nous conviennent mmh, plus juste parce qu'on avait dit que, quoi. ouais, ça c'est, mais ça c'est très, j'ai envie de dire, c'est très humain dans le sens où, quand on a un objectif en tête, on veut y aller coûte que coûte. Quelque part, on s'est Mmh. aussi un peu C'est vrai. engagé vis-à-vis de notre entourage et quelque part, ne pas le faire, c'est échouer et échouer est très mal vu dans notre société Alors et moi, je le prends pas mais après ça, c'est pareil, j'avais exactement cette vision avant, hein, parce que mais comme je te dis, on évolue et aujourd'hui, pour moi, échouer, c'est arriver à un but où je suis pas alignée, je suis pas bien, enfin, je suis ou ma famille, on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Alors être allé au bout coûte que coûte, alors que c'était pas ça et qu'on n'est pas heureux, ça pour moi, c'est mmh, échouer. Par contre, réussir à bifurquer un chemin et à adapter le projet parce que, bah, parce qu'on en a besoin, c'est plutôt ça pour moi mmh, la réussite. Mais après, c'est une question de point de vue, mmh, hein. C'est vrai exactement. que c'est Mmh. et puis on change, voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui. Si ça se trouve, tu me reposeras la question dans 10 ans, je te dirai totalement autre chose. Bah, écoute, je te propose qu'on s'interviewe tous les 3 ans, comme ça on voit l'évolution. Parfait. Professionnellement, vous en êtes où? Parce que tu avais lancé une nouvelle activité. Je crois que ton mari, il avait arrêté son activité de formateur, il me semble. Donc, vous en êtes où alors à ce Bah, niveau-là? du coup, moi, j'ai toujours, je suis toujours freelance dans le marketing digital et puis, bah, ma foi, je continue dans cette voie-là pour l'instant. Ça fonctionne, pas de souci. Donc moi, ça me permet de travailler à distance, mes clients
mes clients me suivent, voilà. Et Howard, du coup, il en a profité, lui, pour faire l'école office. Ça m'a laissé du temps pour travailler, c'était bien. Et à réfléchir à sa reconversion. Et du coup, là, il est aujourd'hui praticien en aromathérapie. Donc, il s'est passionné pour l'aromathérapie, vraiment. Et il s'est dit, pourquoi pas, en fait, j'ai l'occasion de prendre le temps de me former. Donc, voilà, il a suivi ses formations et aujourd'hui, il peut accompagner, du coup, les personnes euh, en aromathérapie, les personnes et les animaux en aromathérapie. Donc, D'accord. voilà, il a lancé son activité il y a quelques mois et il adore ce qu'il fait. Et c'est chouette de le voir s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas du tout son domaine à la base et quelque chose qu'il n'aurait pas du tout imaginé faire parce que c'est quelqu'un de très, alors je ne vais pas dire cartésien parce que ça reste de la science quand même, mais pas du tout ouvert à ce genre de pratique. Et aujourd'hui, il est totalement passionné par ce qu'il fait et vraiment, c'est chouette de voir l'évolution des gens. Et quand il avait arrêté son métier, il ne savait pas ce qu'il allait Ah, faire. pas Il du s'est tout. vraiment donné ce temps de réflexion. C'est un peu flippant quand même. Alors, ça De dépend des dire gens. Moi, c'est le genre de truc qui me fait pas flipper. Au contraire, j'adore, tu vois, carte blanche et on y va. Lui, oui, lui, lui, ça le faisait flipper. Il y avait mes revenus, donc bon, ça allait. Et puis au début, il a touché un peu le chômage aussi, donc ça lui a laissé le temps de. En fait, il a profité de ce chômage pour chercher ce qu'il pouvait faire, en fait, sans trop de pression, en laissant les opportunités. Elles arrivent de toute façon quand tu as l'esprit ouvert. Ouais. les gens s'interrogent de plus en plus aux nomades digitaux et en se disant mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour faire ça? Comment tu fais pour changer de métier, d'avoir un métier en ligne alors que tu avais un métier physique, enfin physiquement, voilà. Et ça, c'est toujours des questions qui reviennent assez souvent quand même. Donc, du coup, c'est un bel exemple de réussite, quoi. Ouais, oui, oui, c'est vrai que ça reste encore un monde mystérieux pour pas mal de personnes. Bon, ça l'était pour nous aussi au début. Et c'est vrai, quand tu découvres le monde du web, tu t'aperçois que il y a un peu une vie parallèle sur le web. En fait, il y a tout autant d'opportunités que dans dans le dur, quoi. Enfin, tu vois, je sais Ouais. pas comment dire, comme dans le physique, si tu veux. Voilà. Et il y en a tout autant dans ce monde-là, quoi. Donc, une fois que tu t'es ouvert l'esprit à ça, c'est chouette, quoi. Carrément. Alors, les filles faisaient l'école à la maison. Tu en as parlé un petit peu vaguement. Comment vont-elles aujourd'hui? Oui. Eh ben, elles vont bien. Elles font toujours l'école à la maison. À savoir qu'aujourd'hui, en France, ça devient un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas si les Ouais, tu peux personnes qui écoutent expliquer. sont au fait. Voilà. La loi a changé. L'école est maintenant obligatoire à partir de 3 ans. C'est-à-dire que l'instruction en famille n'est plus autorisée. Donc jusque-là, on faisait une déclaration, on déclarait qu'on faisait l'instruction en famille et il n'y avait pas de problème, on en avait le droit. Aujourd'hui, on doit faire une demande. On doit demander l'autorisation. À savoir qu'aujourd'hui, pour avoir l'autorisation, il faut vraiment que ce soit des cas particuliers, donc un handicap qui empêche d'aller à l'école, la pratique d'un sport intensif ou d'art intensif, ou une situation propre à l'enfant. Sauf que ça, c'est sur le papier. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les demandes sont refusées. Les demandes sont refusées parce que l'objectif de l'État, c'est de remettre tous les enfants à l'école. Donc, ça devient compliqué. Ceux qui étaient déjà en instruction en famille bénéficient de 2 ans de latence si jamais ils ont un contrôle favorable cette année. Donc, pendant 2 ans, ils sont tranquilles, mais en 2024, ils devront remettre leurs enfants à l'école. Donc nous, cette année, elle a eu un rapport favorable, comme les autres années. Et Lou, qui est en avance sur son programme scolaire, qui est en 4e et travaille déjà le brevet. Voilà, Lou, c'est une enfant qui est très scolaire, ça roule tout seul, a eu un avis défavorable. Pas justifié, du coup. Donc, ça nous pose question. Aujourd'hui, on va être obligé de rentrer dans des démarches qui nous plaisent pas parce que on refuse un peu quand même de se laisser faire parce que c'est pas justifié, quoi.
Donc c'est vrai qu'on a une grosse déception à ce niveau-là, je pense comme toutes les familles qui font l'instruction en famille. Nous, on a l'avantage quand même d'être libre géographiquement. Donc si vraiment on n'arrivait pas à avoir gain de cause, on se bat un peu par principe parce qu'on estime que Lou a été maltraité pendant ce contrôle. Si vraiment on n'arrivait pas à avoir gain de cause, on partirait, quoi, tout simplement. On a ce choix-là. Mais c'est difficile pour toutes les familles qui n'ont pas ce choix, qui font le choix de l'instruction en famille parce qu'elles pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Elles n'ont pas forcément de justification médicale ou sportive, c'est juste qu'elles estiment que c'est ce dont leur enfant a besoin. Et ces personnes-là n'auront pas le choix que de remettre leurs enfants à l'école. Mais elles ne sont pas forcément nomades. Alors il y en a beaucoup qui sont tentés de fuir le pays. Moi, je trouve ça triste d'en arriver là. Enfin, c'est de la folie de se dire qu'on va fuir la France pour pouvoir protéger nos enfants parce qu'on va leur imposer quelque chose qui nous correspond pas. Donc on est un peu dans une période là difficile à ce niveau-là, de grosse déception par rapport à la France. Qui risque d'impacter nos projets futurs. C'est vrai qu'on a acheté une maison ici, justement parce que et puis dans un endroit qu'on adore en Bretagne, une maison qui nous plaît beaucoup. Mais peut-être que pour le bien de nos filles, on devra changer de projet. Mais après, voilà, c'est comme ça. On a l'esprit ouvert aussi là-dessus. On a la chance de s'être créé un quotidien qui nous permet d'être libre. Donc, c'est que du matériel, devoir quitter une maison, c'est pas... Du moment que tout le monde va bien. Cette liberté, elle vous offre la possibilité de vous réadapter très facilement. Mais c'est vrai que pour ces familles exactement, qui c'est sont pas nomades, c'est l'avantage. vrai que c'est un vrai coup dur pour le coup et à tout niveau, quoi. Donc ouais, complètement. Alors du coup, j'allais finir justement par les projets futurs. Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent, que ça soit du coup, même si tu vois, tu gagnes un peu ton combat par rapport à l'instruction en famille, c'est quoi les grands projets? Ouais. Alors le problème avec nous, c'est qu'on a plein de projets et que tu vas me poser la question à l'instant T, je vais te dire notre projet c'est ça et j'en suis sûre. Sauf que dans une semaine, il aura totalement changé. Tu m'aurais posé la question il y a une semaine, je te disais qu'on partait passer l'hiver en Grèce. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on a acheté une maison et on a adopté un petit chien. Non, on a adopté un gros chien, un très gros chien qui est pour l'instant petit. Mais ça change tout dans nos voyages. Avoir un gros chien, mais c'était vraiment une demande des enfants et de toute la famille. On avait vraiment besoin d'accueillir un compagnon avec nous. Donc déjà, ça change nos voyages. Ça les limite quand même principalement à l'Europe parce qu'on n'a pas envie de mettre notre chien en soute ou des choses comme ça. C'est un chien qui supporte pas la chaleur, alors que nous, on adore la chaleur. Bref. Donc du coup, l'idée, c'était de partir en Grèce. Et en fait, avec ce problème de l'instruction en famille, on en vient à se poser la question de savoir si on va devoir revendre cette maison. Donc, si on la revend, on se dit, est-ce qu'on va pas devoir peut-être réinvestir ailleurs ou quoi? Donc, on songe à l'Espagne, mais rien n'est défini encore, vraiment. Et notre objectif aussi, c'est d'atteindre d'ici peu, enfin, selon nos possibilités, l'autonomie financière. Pour nous, c'est l'étape suivante de devenir digital nomade et d'être libre géographiquement, c'est d'être libre financièrement pour vraiment pouvoir partir dans des projets de cœur profondément, pouvoir aider des personnes sans attendre en retour forcément une rémunération, quoi. Et du coup, ça passerait par éventuellement la vente de la maison pour y parvenir. Donc en fait, plein de projets. Je pense que dans 3 ans, on aura beaucoup de choses à se dire. Ça se trouve, on te retrouvera en Espagne ou ailleurs. Et c'est pas impossible, c'est pas impossible. Oui, c'est tout. Pourquoi Tout va pas se décider dans les fils des semaines, des mois qui viennent. Voilà, je pense que beaucoup de choses vont se décider là dans les mois à venir. Je crois qu'on est sur un tournant encore de notre vie, comme on l'était il y a 3 ans.
On a des tournants tout le temps, en C'est fait. bien. On est sur un tournant. Pour l'instant, c'est pas trop. On est un peu bancal et puis on a quand même ce poids de l'instruction en famille qui nous reste. Enfin, moi, je sais que j'ai quelque chose en moi qui me pèse, mais ça va se régler dans les mois qui viennent. Donc, enfin, dans les semaines, j'espère, qui viennent. Donc, à voir ce qu'on fera de ça. Ouais, c'est ça, c'est que tant que ce problème-là il n'est pas résolu, du coup, ça a du mal à te projeter en fait sur le Ouais, next c'est step en ça. fait. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à mener plusieurs, enfin, combats. C'est pas la vie nomade, c'est pas un combat, mais à mener plusieurs Mm. projets en même temps. Moi, j'ai vraiment besoin en tout cas, quand il y a un truc qui me tracasse, il faut que je règle ça pour pouvoir Mm. faire autre chose, voir autre chose. Donc là, je suis vraiment Ouais, dans ce truc qui me prend la tête. Mais ça va se résoudre. Oui. Ça va se résoudre de toute façon. Donc, Et puis de toute façon, d'une manière ou d'une peut-être autre. un mal pour un bien. Des fois, on se dit que la vie nous met des bâtons dans les roues et en fait, Eh ben alors là, j'en suis convaincue aussi. Je pense que la vie nous envoie des choses parce qu'elle a une bonne raison. Pour moi, cher univers, c'est ce qui est bon pour nous. Alors peut-être que là, c'est un message. Ça faisait un moment qu'on commençait à se poser des questions sur notre alignement avec, en tout cas, ce qui se passe en France actuellement. On n'a jamais eu le courage de se dire vraiment on s'en va là, c'est plus possible parce qu'on a nos mamans ici et tout. Mais peut-être qu'on nous envoie ça en plus pour se dire il est peut-être temps de vous lancer, c'est ça le bon chemin. c'est ça. Et puis après, j'en parlais avec Elodie dans un autre podcast de Frosty Van Life qui parle en fait aussi de cycles dans leur vie. Et effectivement, en fait, tout est très cyclique et dans nos projets et dans nos vies. C'est ça, je pense qu'il faut suivre ses intuitions, faut suivre aussi les signes qu'on t'envoie. Si tu luttes, c'est que c'est pas enfin pour moi, hein, s'il y a une lutte, c'est que t'es pas sur le bon chemin. Faut vraiment s'écouter. Et effectivement, c'est cyclique. Et puis, comme on disait, un choix qui est juste pour toi aujourd'hui ne l'est peut-être plus 6 mois après, ou 1 an, ou 2 ans, 10 ans. Donc, on s'adapte. Mais c'est ça qui est chouette en fait. Alors, ça fait râler loup quand je dis ça, mais on a plusieurs vies dans une vie. Et du coup, parfois on a une vie qui dure 1 an, parfois on a une vie qui dure 10 ans. Et c'est super enrichissant et épanouissant. En tout cas, moi j'adore avoir toujours des projets comme ça. C'est ce qui nous porte. Le peu de fois où on n'a pas de projet, ça m'angoisse un peu en fait. J'aime quand ça change tout le temps. Moi, Ouais, pareil. Je suis comme toi, j'ai besoin d'avoir une vision, même si le projet final n'aboutit pas. J'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de me mettre en action Mm. pour, tu vois, pour donner du sens en fait un peu à ce que tu fais tout le temps. Ouais, c'est ça. Avoir une motivation en fait, être excité par ta vie, tu vois? C'est ça. Et me Ouais, dire, voilà, je vais faire ça aujourd'hui pour avancer sur le projet de demain, tu vois. ouais. Dire, voilà, ça donne du sens en fait un peu à tout ce que Ah tu fais. complètement, ouais. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Cécile, de nous avoir partagé un petit peu ta vie, nous avoir ouvert un peu les portes de votre famille. Avec grand plaisir, merci de m'avoir permis de le faire. C'est toujours, Bah très, oui, et très puis c'est chouette vrai de que pouvoir c'est très partager. enrichissant en fait. Je suis convaincue qu'on se nourrit tous les uns les autres et les expériences des uns peuvent bénéficier aux C'est autres. Et certain, c'est toujours très riche. Donc merci à toi de nous avoir complètement. partagé la suite de ton projet. Et puis évidemment, on te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, de réussite dans les prochains projets, quels qu'ils soient. Merci beaucoup pour ces bons vœux. Merci Cécile. Encore merci à Cécile d'avoir partagé son expérience de famille digital nomade. J'aime beaucoup la philosophie selon laquelle nous avons plusieurs vies en une, de multiples projets que nous réaliserons ou non, et en fait ce n'est pas grave. Nous avons le droit de changer d'avis. L'important est simplement d'être bien dans ses baskets. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve souvent chez les familles voyageuses, et c'est aussi ce qu'Émilie a souligné tout à l'heure quand je lui ai demandé en quoi toutes ces conversations avaient impacté sa propre façon de voyager. Le champ des possibles est en effet très vaste et nous sommes libres de nos choix. Il est temps maintenant de passer au dernier volet de ce 100e épisode. J'ai retrouvé Stéphanie et Jonathan, qu'on avait rencontrés en 2020 dans l'épisode numéro 47, et nous les connaissons mieux sous le nom de Yo-Yo et ses 4 aventuriers. Stéphanie et Jonathan nous avaient alors fait part de leur projet de voyage en Europe, tour d'Europe en camping-car avec leurs 2 garçons. Et vous allez voir, 2 ans plus tard, voilà une famille qui est vraiment bien dans ses baskets.
Bonjour Stéphanie et Jonathan, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur le podcast de Parents Voyageurs. Donc Émilie, vous avez interviewé il y a 2 ans et le sujet du podcast c'était donc la préparation d'un tour d'Europe en camping-car avec vos 2 enfants. Et donc 2 ans plus tard, je crois que vous avez 2-3 petites choses à nous raconter, donc c'est assez chouette de faire un petit point. Donc bienvenue de nouveau. Merci à toi. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, grosso modo, que donc il y a 2 ans, vous aviez parlé de la préparation, vous aviez déjà acheté le camping-car et en fait, c'était déjà pas mal avancé et vous étiez à presque 1 an du départ quand même. Donc, comment s'est passée cette dernière année de préparation, sachant qu'on était encore dans le Covid et l'incertitude, Ouais, c'est ça. Ouais, le Covid, il nous a un peu fait peur. On ne pensait pas pouvoir partir. Mais au final, tout s'est bien passé. Et au final, grâce au Covid, on a pu économiser pas mal parce qu'on ne faisait pas grand-chose à côté. Et, on n'avait pas de sortie, pas de resto, tout ça. Donc, du coup, on a économisé encore plus. Et puis, on a pu être focus sur la préparation du voyage. Donc, au final, ça a été un mal pour un bien, le Covid. Pour nous, en tout cas. Ok, c'est parfait. Il faut toujours voir le positif dans toutes les situations. Après, oui, ça a été un peu comment dire, un peu chaud à préparer parce que on a dû rendre l'appartement 3 mois avant. Ouais. On était en location, donc on a rendu l'appartement 3 mois avant. On est allé en camping, donc il a fallu déménager, mettre toutes les affaires dans un container. On a loué un container. Mais penser à ce qu'on allait avoir besoin pour le voyage. Parce que le container, en fait, du moment que tu le fermes, après, il le monte sur un autre container. Et si tu veux descendre le container, tu payes 100 €. D'accord. Donc, il fallait vraiment penser à tout, quoi. Voilà. C'est vrai que ça a été, derniers mois, ça a été un peu speed. Il fallait penser à tout. Voilà. Et bon, on est parti dans un camping. Comme ça nous mettait un peu dans l'ambiance voyage, un peu. Déjà avec votre camping-car, du coup ? Oui. Ça nous a permis de payer un loyer. Donc, c'était on a économisé, encore plus. Et puis, du coup, on a pu voir aussi dans le camping-car qu'est-ce qui était pratique et qu'est-ce qui n'était pas pratique. En 3 mois, on a pu améliorer certaines choses avant de partir. Ouais, dans la vie de tous les jours, du coup, à l'intérieur, ouais, c'est pas mal ça, en effet. Et vous êtes quand même parti, donc je pense que la date prévue, c'était juillet 2021. Vous avez respecté le calendrier ? Oui. On est parti juste après l'école des enfants, en fait. Ouais. Ils ont fini l'école le 6, le 7, on était sur la route. On était sur la route. Juste après l'école des enfants. Voilà. C'est pas juste une façon de parler. Non. Et d'un point de vue itinéraire, est-ce que, parce que vous étiez déjà, je pense, même 1 an à l'avance, vous aviez déjà une assez bonne idée de votre itinéraire. Est-ce que vous avez changé en cours d'année? Et puis, depuis votre départ, est-ce que vous avez encore dû changer des choses? Ah oui. Franchement, on n'a pas suivi du tout l'itinéraire qu'on a prévu. D'ailleurs, si on a un conseil à donner à des voyageurs qui préparent comme nous un tour d'Europe, c'est au final de ne pas trop faire son itinéraire parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, de faire les grandes lignes, mais au final, nous, on était vraiment rentrés dans le détail des villes, etc. Et au final, on avait fait un bouquin avec les spots où on devait s'arrêter et tout, puis au final, on ne l'a jamais ouvert. On l'a jamais ouvert. Ah, c'est vrai? En fait, on a fait au feeling. Suivant le temps, la météo, si on avait des envies de plage, pas de plage, des terres, c'est vraiment au feeling, quoi. Ok, mais tout ce que vous aviez préparé, du coup, quand tu dis, vous aviez compilé des tas d'infos, vous n'êtes même pas allé piocher dedans pour avoir des infos? Vraiment vite fait, quoi. Au final, on s'est servi vachement d'Internet, quoi. On allait sur Maps et on regardait ce qu'il y avait à faire autour, Google Maps, et en fait, ça servait pas à grand-chose. On s'est un peu embêté pour rien. Mais bon, c'est pas grave, ça nous aura occupés. Non, mais après, peut-être que ça vous a donné aussi un peu des lignes directrices que vous aviez déjà en tête, finalement. Oui, bien sûr. C'est pour ça nous a donné un itinéraire grossier. Et puis après, voilà, c'est ce qu'on conseille aux futurs voyageurs. C'est pas trop s'attarder là-dessus. De pas rentrer trop dans le détail de... Ouais, ok. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez... quel a été votre itinéraire, finalement? Donc, depuis juillet l'année dernière.
Alors, on a commencé, donc nous on est du sud de la France, donc on a commencé à traverser l'Italie du Nord. Ouais. On l'a vraiment traversé parce qu'on ne voulait pas visiter forcément ce pays-là. On voulait vraiment commencer par la Slovénie. Comme on est limitrophe, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc après on a fait Slovénie, après on a fait Croatie, un petit peu la Croatie, mais alors comme c'était en pleine saison, en camping-car c'est assez compliqué dans les pays Balkans. Donc comme on ne pouvait pas trop s'arrêter, on ne pouvait pas faire de sauvage, on ne pouvait pas aller dans les les campings étaient très chers. Donc du coup on est parti en Bosnie-Herzégovine. Après on est reparti en Albanie, Monténégro, Albanie. Après on a fait la Grèce, on est resté un moment en Grèce. Après, on a fait la Turquie. On a fait un petit tour de Turquie jusqu'à Ankara, là. On est resté 1 mois et demi. Après l'arrière-saison, septembre-octobre. Donc là, c'était pas mal. Il faisait encore bien chaud. Et donc après, on est remonté parce que l'objectif, c'était d'aller au Cap Nord début printemps. Ouais. D'aller jusqu'au village du Père Noël. Et donc, on est remonté. On a fait Bulgarie, Roumanie, Hongrie. On a traversé la Slovaquie. Pologne. On a fait la Pologne, pays magnifique. Et donc là, après, s'est posé la question. On était un petit peu en avance dans le timing. Et donc, on était début mars. Et donc, dans les pays scandinaves, il y a encore la neige et tout ça. Et nous, le camping-car n'est pas... On a eu quand même moins 18 en Pologne, mais là, on ne voulait pas faire des moins 30 en... Ouais, voilà. Le camping-car n'est pas équipé au très, très grand froid, quoi. Moins 18, c'est quand même pas mal en termes de grand froid. Ouais, c'est bien froid déjà. En tout cas, il a tenu. On n'a pas eu froid. Voilà. Et après ça, du coup, on est allé en Allemagne, mais en fait, c'est le Covid qui nous a freinés sur les pays qu'on devait faire après. Parce que c'était compliqué dans les pays scandinaves. Avec le Covid, ils étaient vachement stricts, en fait. D'accord. Là, plus le froid, ça nous a un peu freinés. On s'est retrouvés en Allemagne, on ne pouvait rien visiter parce qu'il fallait un test Covid tous les 24 heures pour visiter quelque chose. Plus le vaccin. Donc en fait, on a traversé l'Allemagne, on est retourné en France pour se faire la 3e dose. Ouais. À Strasbourg. Ouais. Après, on a retraversé l'Allemagne. Après, on s'est dit, on va refaire les pays qu'on n'a pas pu faire en pleine saison, donc la Croatie. On a fait la côte de la Croatie. C'était très beau. C'était très beau, en hors saison, c'est top. Hors saison, c'est magnifique. Et on a fait la Serbie, la Macédoine. Et comme on a eu un gros coup de cœur pour la Turquie, on est revenu en Turquie pour 3 mois. D'accord. Ouais, où vous êtes actuellement. Donc, on se parle le 29 mai. Et donc, vous êtes en Turquie. Voilà. Ouais. Ok. Bon, est-ce que dans tout ça, franchement, ça a l'air top, notamment, je pense à des pays qui sont pas très bien connus, la Bosnie, l'Albanie et tout ça. J'ai déjà entendu des témoignages de voyageurs qui disaient que c'était quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous partager un coup de cœur pour un pays là que vous avez eu? Le gros coup de cœur, c'est la Turquie. Mais avant la Turquie, c'était la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie, on a bien aimé la Bosnie. Après, ça dépend en quelle saison vous êtes dans ce pays. C'est toujours pareil. Hein. Si vous êtes en hiver, c'est peut-être pas pareil. On était en été, il y a pas trop de touristes parce que là-bas, c'est pas super connu, quoi. Enfin, les touristes n'y vont pas. Ça fait pas rêver, quoi. La Bosnie, quand on regarde sur papier, la Bosnie-Herzégovine, c'est pas vraiment qui. Au final, c'est vachement vert. Il y a des lacs, des montagnes. Les gens sont super accueillants. C'est pas si cher que ça, la vie là-bas, donc on peut en profiter, quoi. Et on a bien aimé ce pays, la Bosnie aussi. Ouais. Ok. Et vos garçons, comment ils vont? Ça va. Ils vont super bien. Ils vivent leur best life. On commence à leur parler du retour parce qu'il faut quand même les conditionner pour l'école, parce que quand on va revenir, ils vont retourner à l'école. Donc, on commence à leur parler un petit peu, qu'on va revenir quand même, que ce ne sera pas tous les jours comme ça et que toute la vie comme ça. Toute la vie, ouais. Et comment ça s'est passé du coup la vie tous les 4 dans le camping-car? En termes de promiscuité peut-être, en termes d'école à la maison, la vie quotidienne. Moi je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le plus compliqué c'est vraiment l'école à gérer parce qu'en voyage on n'a peut-être pas forcément envie de ça, quoi. Et comme ma femme est prof, elle est assez stricte, donc elle suit son programme. Ouais, ils ont essayé de gratter des jours de vacances. J'ai dit non, c'est bon. Sinon, si on commence à prendre les jours de vacances, on va pas y arriver là. Mais le plus dur, c'est ça. Après, nous, toujours ensemble, en général, même on a passé déjà 3 mois en camping ensemble.
Ouais, après, le vivre ensemble H24 dans un 10 mètres carrés, ça nous a pas posé de problème. En fait, on a un grand camping-car, donc on a la chance d'avoir un grand espace de vie quand les lits sont remontés. Donc, chacun a son coin et chacun se trouve son espace. Bon, bien sûr, un peu plus compliqué en hiver parce que du coup, on est enfermé, mais sinon, ça s'est bien passé. Ouais, j'imagine que c'est vrai que quand on vit un peu dehors aussi, quoi, quand on vit en camping-car, donc forcément les périodes de froid dans le nord de l'Europe, là, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, mais ok. Et rappelez-moi quel âge ils ont, en quelle classe ils sont? Alors, il y a Luca qui va avoir 8 ans le mois prochain, il est en CE1. Ouais. Et Loevan, il a 4 ans et demi, il est en moyenne section. Ah oui, et tu as été stricte pour du CE1 et moyenne section? Oui, parce que je voulais pas que quand ils reviennent en France, ils soient pénalisés par rapport aux autres enfants qui ont suivi des... Parce que là, en fait, ils vont suivre leur classe supérieure et j'avais pas envie qu'ils soient pénalisés, on va dire, parce qu'ils étaient en voyage et que... Après, on a croisé des familles qui font du unschooling, hein, mais après, c'est un choix de... Ouais, tout à fait. Peut-être parce que je suis du métier aussi, que pour moi, c'est important. Donc, voilà, c'est comme ça. Et pour le retour, là, donc je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de rentrer. Est-ce que vous allez pousser jusqu'à la fin du mois d'août ou vous allez rentrer un petit peu avant? Moi, je reprends le boulot le 17 novembre. Donc, on reviendra début novembre. Ah oui, ok. Et toi, Stéphanie, tu as pu aussi décaler un peu ta rentrée? Moi, en fait, ma reprise, comme c'est sur année scolaire, en fait, j'aurais demandé une deuxième année de disponibilité. Parce que comme en novembre, l'année scolaire aura commencé, donc je ne peux pas prendre en cours de route. Donc, du coup, j'ai pris 2 ans, quoi, moi. Je reprendrai en septembre 2023. Ok, d'accord. Voilà. Et comment vous envisagez ce retour? Alors, ce retour, on n'a pas de logement, en fait, fixe. Parce qu'on a vendu notre maison et on a rendu notre location de maison. Donc, on a loué un chalet. Un chalet dans un camping pour le retour, en attendant de trouver quelque chose à acheter dans l'immobilier. On ne sait pas trop pour l'instant. Ouais. Parce qu'on compte quand même revendre Yo-Yo au retour. Ah oui? Donc, le camping-car, ouais, parce qu'on aura d'autres projets voyage, un autre type de voyage. On voudrait essayer le backpack. Donc, plus avoir le camping-car. Alors, c'est pas que le voyage en camping-car ne nous plaît pas. Ah non, voyager en famille en camping-car, c'est super. Ouais. Mais c'est que, en fait, c'est des questions financières. En fait, c'est que nous, on a un crédit dessus, donc on peut pas. Et que moi, je vais pas reprendre le boulot de suite, donc. Voilà, on va revendre. Puis en plus, en ce moment, avec le Covid, les véhicules de loisirs, ils ont pris une cote énorme, donc du coup, on va être gagnant. Ouais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et c'est vrai que le backpack, peut-être que c'est plus facile à envisager aussi, vu que les enfants grandissent. Voilà. Ça ouvre d'autres portes, en fait. Ouais. On aime se donner des challenges. Donc. Voilà, c'est les projets, les prochains projets. Donne des buts dans la vie, on avance comme ça. Et du coup, vous avez déjà des projets de voyage qui sont un peu arrêtés dans vos têtes ou c'est juste des idées comme ça ou... Oui, on en parle sans forcément que ce soit concret, mais on aimerait déjà commencer le backpack par la Corse un été, 2 semaines déjà pour voir comment les enfants ils réagissent. Et puis on parle de peut-être, on ne sait pas, on en parle, mais que peut-être dans 6 ans on essaierait un tour du monde. On ne sait pas. On en parle. Ouais, on en parle. Voilà. Il n'y a rien de fixe encore. Ouais. Oui. C'est une idée qui nous a traversé la tête, et puis on verra bien. Ouais. Et les enfants, ils sont dans quel état d'esprit là? Est-ce qu'ils sont impatients de retrouver peut-être des copains, les grands-parents, etc. Ou est-ce qu'ils échangeraient leur vie actuelle pour rien au monde? Ils sont probablement quelque part dans un entre-deux, mais qu'est-ce qui domine chez eux? Ouais, c'est surtout la famille, parce que Luca, la dernière fois, il en a parlé, justement. Il nous a dit, moi, je veux bien rester en tour d'Europe, mais on prend toute la famille. On achète un bus, il a dit. Ouais. On achète un bus. On part avec toute la famille. Après, non, les copains, ça va, c'est surtout la famille, les grands-parents, les tantes, les marraines. Les marraines, les parrains, les cousines, les cousins, voilà, après, on les appelle souvent, quoi. Mais c'est pas pareil, quoi, c'est sûr.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez eu de la visite de vos proches pendant cette année? Oui, on a eu mes parents qui sont venus début avril en Turquie. Ils sont venus une semaine, ils nous ont rejoint une semaine. Et donc, du coup, on a laissé le camping-car de côté et on a pris une semaine d'hôtel. Et comme ça, on leur a fait un peu visiter le pays, notre pays coup de cœur, quoi. Et ils ont adoré, du coup, ils aimeraient bien revenir, du coup. Et qu'est-ce que vous aimez dans cette vie de voyage, en fait? Est-ce que c'est le fait d'être un peu dans une bulle hors du temps tous les quatre et de se laisser un peu porter? Est-ce que vous visitez beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup de liens avec les populations locales? Qu'est-ce qui vous anime? C'est surtout c'est les liens avec les locaux. Ouais. Les locaux les rencontres qu'on fait. Après, le fait qu'on soit aussi tous les quatre, on est vraiment hors du temps parce que la météo, je veux dire. les infos, on regarde plus. Enfin, c'est vrai qu'on sait plus trop ce qui se passe en France. On est un peu déconnecté. On est déconnecté, complètement. Et puis, c'est pas qu'on. Déjà, on se retrouve à 4 parce que en France, du coup, surtout avec la période Covid, tout ça, c'était boulot, on rentrait, c'était la course, vite les devoirs, la douche, machin. Là, on profite plus du temps tous les 4 ensemble. Et puis après, dans le voyage, ce qui nous plaît, c'est vraiment déjà avoir un jardin tous les jours, presque tous les jours différents. Ouais. Et la rencontre de personnes, des locaux, tout ça. Parce qu'on a vu pas mal de pauvreté, quoi. Et souvent, les plus pauvres nous donnent le plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui n'ont rien, qui n'ont rien, qui nous ouvrent leur porte pour nous offrir à manger. Ils ont le cœur sur la main, quoi, en général. Ouais, c'est des belles leçons de vie aussi, et j'imagine des beaux moments aussi à partager du coup avec les enfants. Ça leur ouvre sur une autre réalité. Est-ce que vous auriez un petit mot peut-être pour conclure ce court épisode, parce qu'on arrive déjà à la fin, pour les auditeurs du podcast, pour notre 100e? La première fois, on avait dit, on nous avait posé cette question déjà. On avait dit vivez vos rêves, lancez-vous. Là, on va le dire encore plus parce que c'est vraiment une expérience de fou, quoi. Inoubliable. Vraiment... Si vous en avez envie, il faut juste s'en donner les moyens, c'est la portée de tout le monde. Voilà. C'est top. Ok. Bon, on va rester là-dessus, et pendant qu'on enregistre, on a la caméra et je vois vos sourires et vos yeux qui pétillent. Donc c'est raccord avec ce que vous dites. Merci beaucoup, et puis peut-être à bientôt. Bonne fin de voyage. Merci. Merci. Un grand merci à Stéphanie et Jonathan pour leur témoignage. Je vois encore les paillettes dans leurs yeux. Avec eux, je crois que le 100e épisode se termine de la meilleure des manières. En résumé, vivez vos rêves. Merci à vous tous qui nous écoutez et qui êtes de plus en plus nombreux chaque mois. Continuez de nous envoyer de gentils messages, de parler du podcast autour de vous pour faire grandir notre communauté de familles voyageuses. Vous nous donnez des ailes. Dès juillet, nous vous donnons rendez-vous avec Émilie pour les hors-séries de l'été, avec un nouveau format. Nous avons choisi 4 thématiques et nous avons compilé les réponses de plusieurs invités sur chaque sujet. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. À très bientôt les parents voyageurs.